tu as en face de toi un verre de vin à 2 € et un autre verre de vin à 50 €. Oh, bien joué ça. Si tu observes, si tu écoutes la nature, alors tu retrouveras qu'il y a une déconsommation qui est énorme et en fait les vignerons meurent de faim parce qu'ils vendent plus le vin. C'est quelque chose de plus grand que nous. C'est un mystère que j'adore. Pourquoi le jus d'orange sans l'orange? Pourquoi le cidre sans la pomme? Et pourquoi le vin ne sent pas le raisin? C'est le seul pays qui abrite Yquem, Pétrus, la Romanée Conti, donc ça fait rêver le monde entier. D'être le meilleur sommelier de ce pays en particulier change beaucoup. Ah, je ne retrouve pas du tout. Et ben voilà, on l'a eu. Bonjour à tous et bienvenue dans Sacré Français. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Xavier Tuizat. Il est meilleur sommelier de France 2022. Il est aussi MOF, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Et il a la gentillesse de venir sur le plateau de Sacré Français. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime. Première question, comment est-ce qu'on gagne ce titre de meilleur sommelier de France? C'est un concours qui ne sacre qu'un seul sommelier, qui est lieu tous les 2 ans. Il y a d'abord une sélection écrite qui est très relevée sur des questionnaires écrits, l'actualité, les types de sol, la géographie, l'histoire du vin, qui est assez fascinante. Et puis ensuite, on a une sélection qui est la demi-finale, beaucoup à l'oral, donc c'est les ateliers, la mise en situation, la décantation, les dégustations à l'aveugle, les fameuses, pour se finir quelques mois plus tard par la finale A3 traditionnelle qui va sacrer un seul. Et au fil de cette finale, eh bien, des ateliers, je dirais presque du quotidien de notre métier de sommelier, où on aura bien sûr des identifications de vins, de spiritueux, des mises en scène, et toujours en faisant passer le message du vin et la belle promotion de notre métier. Et bien justement, tu t'en doutes, on t'a préparé toute une série d'exercices, donc ça va peut-être te rappeler un peu cette grande finale. Oui. On va voir si tu as des restes. Ouais. Mais surtout, je veux bien que tu rappelles que toi, ça a changé beaucoup de choses quand même dans ta vie, tu le disais un peu tout à l'heure hors caméra, de gagner ce titre. C'est important. Bien sûr, c'est un moment clé dans ma carrière, puisque en effet... tout d'un coup, avant on parlait, maintenant on vous écoute. C'est un peu la différence de ce titre. Et également, ça vous ouvre des portes exceptionnelles. Moi, tu sais, j'ai eu l'opportunité de postuler ensuite sur Air France pour être le sommelier qui sélectionne les vins sur la compagnie. Donc c'est une opportunité en or. Évidemment, cette finale restera pour moi un moment hors du temps où toutes les planètes étaient alignées pour moi et j'étais très à l'aise sur scène. Mais effectivement, ce titre ouvre les portes des groupes hôteliers, des grands clients. Le prestige de ce titre aussi rayonne dans le monde entier, puisque aux yeux des étrangers, vous êtes Best Sommelier of France, ce qui n'est pas rien. Dans notre pays, qui est la France, le vin est très important. Je rappelle que c'est le seul pays qui abrite Yquem, Pétrus, la Romanée Conti, donc ça fait rêver le monde entier. Donc d'être le meilleur sommelier de ce pays en particulier change beaucoup. Et alors justement, tu as été 10 ans chef sommelier du Palace Crillon, Crillon. Oui. Et alors pour les néophytes complets, c'est quoi les missions, c'est quoi le rôle du sommelier? Un sommelier, c'est quelqu'un qui achète les vins pour un restaurant ou un hôtel. Il achète en fonction de la cuisine du chef, de sa clientèle aussi, de la ville où il se situe. Et ensuite, c'est un prescripteur de plaisir. C'est-à-dire qu'il doit donner du plaisir à ses clients pour vendre. C'est un acheteur, un vendeur, un manager aussi d'équipe avec ses sommeliers qu'il doit coacher pour qu'ils puissent vendre comme il le faut, avec les outils nécessaires. C'est un financier qui doit aussi gérer les coûts, qui doit aussi veiller à ses prix d'achat. En gros, c'est un chef d'entreprise dans l'entreprise. Le pôle vin est toujours très intéressant. Et en ce qui me concernait au Crillon, c'était environ 40 000 bouteilles de vin achetées et vendues par an. Et est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote justement, je crois que c'était au Crillon, où tu as compris l'importance de ton métier de sommelier. Je crois que c'est une soirée où tu as servi un businessman exactement, et un jeune couple. Est-ce que tu pourrais finalement, c'est un peu l'essence de mon métier, tu sais, c'est que je dois faire plaisir à tout le monde. À chaque table qui rentre dans le restaurant, j'ai cette mission de leur donner du plaisir, qui que ce soit. Et effectivement, ce soir-là, j'ai eu un milliardaire, multimilliardaire à mon avis, qui devait signer un très gros contrat. Et donc il me prend Pétrus 2000, qui est un millésime chez Pétrus immense. Et à l'époque, on vendait déjà la bouteille 12 500 €. Et à la fin de la première bouteille, il me dit tout simplement une deuxième. Mais comme si on prenait une limonade, hein. C'était incroyable. Donc j'étais content pour le patron de l'hôtel, parce qu'on faisait un revenu magnifique. Je faisais un beau service, bien sûr. Mais ce qui est fabuleux, c'est que la table d'à côté, j'avais un jeune couple. Un jeune couple qui était vraiment, je sens, qui s'est sacrifié pour venir manger chez nous, qui a cassé la tirelire, comme on dit. Et donc, à côté, ils m'ont pris un Chablis à 50 € la bouteille.
Mais j'avais plus de stress Mm. avec ce jeune couple qu'avec le milliardaire. Pourtant, le milliardaire, je maniais 25 000 euros. Mais c'était pas pareil. Je savais que lui vivait un moment banal, entre guillemets. Il était tout à fait à l'aise, détendu. Je savais que ce jeune couple vit un moment exceptionnel, rare, précieux, et j'ai pas le droit de me tromper. J'ai pas le droit de mettre la goutte à côté. J'ai pas le droit de ne pas passer de temps avec eux, de leur raconter l'histoire de ce terroir, de ce lieu, de ce vigneron. Et donc, c'est vrai, j'avais plus de pression avec cette table qu'avec les milliardaires. C'est paradoxal, mais c'est ça mon métier. C'est faire plaisir à tout le monde. Génial, parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une notion fondamentale qui est celle du cépage? C'est quoi un cépage? C'est un peu l'ADN du vin. C'est-à-dire que le cépage, c'est le type de raisin. Donc le raisin est une famille de fruits, mais comme l'orange, il y a l'orange, mais il y a l'orange sanguine, il y a l'orange amère, etc. Donc nous, dans le raisin, on a des raisins blancs et des raisins rouges. C'est les deux grandes familles. Et dans ces deux familles, il y a des cousins-cousines qui, comme un arbre généalogique, vont donner des petites typicités. Le chenin, le sauvignon, le riesling, des côtés plus acides, plus frais, plus purs. Le chardonnay, la roussanne, la marsanne, des vins un peu plus massifs, plus puissants. Et donc en France, on a à peu près un catalogue de 300 cépages, environ 300-350 cépages qui existent sur le territoire français. Certains sont dédiés à des départements particuliers, à des AOC, des appellations d'origine contrôlée spécifiques. Le Romorantin, tout petit cépage, n'est dédié qu'à l'AOC Courcheverny en Loire, mais pas plus que ça. Ça, c'est hyper intéressant. Et donc, on apprend comme ça. On apprend parce que ces raisins sont typiques. Je pense que les rois du monde pour ça, c'est les Italiens. Ils ont beaucoup plus de cépages que nous. En tout, on recense à peu près dans le monde 3000, 3500 cépages. Donc, c'est un catalogue qui est très vaste. Et encore, régulièrement, la France accepte de nouveaux cépages progressivement qui rentrent au catalogue. Et donc, qui, pour moi, véhiculent l'âme d'un lieu. En général, un cépage est rattaché à un territoire. Et donc, il exprime son lieu. Par exemple, le Gamay dans le Beaujolais. Le Gamay, c'est le raisin roi du Beaujolais. Mais si on le plante ailleurs, si on le plante dans une autre région viticole, à Bordeaux, il aura un autre visage, mais qui n'est pas son vrai visage. Parce que ce raisin doit être en adéquation avec le sol et le climat. S'il fait trop chaud ou trop froid, il ne sera pas content. Et donc, il donnera un visage un peu austère ou un peu différent. Donc, c'est très important. Et donc, grossièrement, en fonction du goût, tu pourrais remonter au cépage et donc au vin, à sa région, etc. Oui, on apprend où est planté chaque cépage en France, nord-est, sud-ouest, etc., etc. Et donc, si on a plus ou moins... Donc, les arômes restent assez prépondérants. Et s'il y a plus ou moins d'alcool, ça signifie qu'on est plus ou moins au nord ou au sud. Le sud avec de l'alcool, le nord avec peu d'alcool. Et donc, on est capable, normalement, avec le temps, d'identifier ça. En revanche, attention, le métier de sommelier n'est pas que ça. C'est entre autres, pour le spectacle, entre guillemets, ça. Mais notre quotidien, c'est l'accord mets et vins et le restaurant. Super. Et on va vérifier. Est-ce que Arthur, tu peux nous ramener la bouteille, le verre 1 et 2 Verre 1 et 2. Verre 1 et 2. Je te dis, c'est un concours aujourd'hui. Alors, je t'ai servi des belles portions. Ouais, j'ai vu. Je mourrai pas de soif avec ça. Ok. Alors, tu as en face de toi 2 verres de vin rouge français. Est-ce que tu peux m'identifier les cépages, leur région de production et éventuellement leur millésime? Allez, je vais tenter. Je ne dis pas que je peux le faire, mais je vais tenter. Verre numéro 1, on y va. Donc déjà, il y a une couleur très très pâle, très claire. Un peu d'extraction. Ouais, donc on a un nez qui est très floral, très géranium resséché, très délicat. Très discret, donc on est vraiment sur une grande élégance. Je sens pas d'alcool. Par contre, en bouche, j'ai du volume, j'ai de la puissance, j'ai de l'intensité. J'ai un vin qui est massif, qui est puissant, qui, pour le coup, me fait penser quand même à l'esprit sudiste. Ouais, c'est étonnant parce que le nez est très discret. En revanche, la bouche est massive. Est-ce que c'est pas peut-être un tanin qui vient aussi de l'acidité du vin, qui est beaucoup d'acide dans le vin? Il y a une tension acide dans ce vin.
Ah, ça peut être plein de choses, ça. Pas évident. C'est pas facile. Je vais revenir dessus. Pas de souci. J'ai une petite idée qui va mûrir. Pendant ce temps, je fais le 2. Le 2 est beaucoup plus dense. Hein. On a un vin ici beaucoup plus massif, beaucoup plus extrait, couleur beaucoup plus sombre. Wow. Une note de cassis qui est assez fabuleuse. L'aération en dit un peu plus. On sent presque des arômes Grenache, Syrah, Mourvèdre, Rhône du Sud. Incroyable. Ouais, ça c'est plus facile. Ah ouais? Ouais, je pense Vallée du Rhône méridionale. C'est un assemblage Grenache, Syrah, Mourvèdre, à mon avis. Mais ça peut être dans le coin de Châteauneuf-du-Pape ou Vaqueyras, Gigondas. On peut être dans cet esprit département du Vaucluse. Et je pense qu'on est sur 2023 qui est un millésime solaire. Je pense. En revanche, Incroyable. C'est pas ça. Si c'est ça. Ah, on n'est pas loin du on tout. verra. On est même... Ici, par contre, ici, ça me pose problème. Alors, je vais quand même tenter quelque chose. Mhm. Ça peut être plein de choses. Hein. Donc, j'élimine le Schiacciarello, c'est pas ça. Là, ça y est, ça vient. Ça vient, bizarrement, il y a un aspect un peu plus végétal qui apparaît. Et ce côté végétal peut me dire que finalement, on remonte vers le nord. Il était long à s'ouvrir. Je pense que ça peut être la vallée de la Loire. Pinot Noir, peut-être. Pinot Noir de la Loire, ou peut-être même... ça peut être le cépage gros lot, c'est possible aussi. Un Côte. Ça peut être... La couleur marche pas par contre. Pinot de Nice. ça chauffe beaucoup. Hein. Ouais, l'acidité, donc c'est sûr que c'est la Loire. Bah, je vais tenter quelque chose. Hein. Allez. Soit c'est Pinot de Nice et là Chenin Noir. Donc ce serait un coteau du Loir. Ou alors je tente un truc beaucoup plus simple, Sancerre rouge. Pinot Noir, Sancerre rouge. Alors c'est bien Pinot Noir de Reuilly. Ah, c'est Reuilly, juste à côté. Ah, ouais. c'est vraiment à 10 km. C'est incroyable. C'est à 10 km. Et okay. le 2, donc un dernier mot, s'il faut trancher. Allez, si je tranche, allez, 2023, Vallée du Rhône Sud. Ça peut être... Ouais, ça peut être aussi Kéran. Hein. Ça peut être... Bah, ouais, je vais quand même dire Vaqueyras. C'est un Gigondas. Gigondas. On est pas loin. Hein. Gigondas. Incroyable. C'était un de mes outsiders. Donc les deux, on est à... On a quelques centaines de mètres ou de kilomètres. Ouais. C'est juste à côté. Ah, bon, bravo. top. Et tu fais attention à quoi quand tu goûtes? Parce que, alors... L'arôme, en fait, tu as plusieurs choses. Tu as la gamme aromatique, ça sent l'assemblage Grenache, Syrah, Mourvèdre. Tu as un côté épice, poivre noir, et un petit peu aussi réglisse qui apparaît, qui est une signature. Et à l'aération, j'ai la garrigue. Et ce côté garrigue, tu sais, herbe séchée, c'est assez typique quand même du Vaucluse, parce qu'il y a quand même un terroir de garrigue qui est là-bas. Et Gigondas, évidemment, Gigondas, Vaqueyras, qui sont deux communes qui sont voisines. Mais effectivement, Gigondas a cette fraîcheur en plus, c'est vrai, dû à un massif, le Dentelle de Montmirail, qui est un petit massif comme ça, très montagneux. Mais effectivement, et c'est 23 ou c'est... C'est 24, les deux c'est 24. C'est 24, ouais, c'est bon ça. Et c'est qui le vigneron ici? C'est Domaine Brusset. Ouais, c'est bon. Hein. Et Une belle bouteille, ouais. C'est deux belles bouteilles. Ah, c'est joli. Franchement, merci beaucoup. Mais bravo à toi. Très belle dégustation. Incroyable. Et on remercie d'ailleurs Hervé Darmaillet de l'agence SPA qui nous a gentiment fourni les bouteilles qui vont servir donc au petit test auquel on va se livrer aujourd'hui. Xavier, tu as en face de toi un verre de vin à 2 € et un autre verre de vin à 50 €. Oh, bien joué ça. Est-ce que tu saurais me dire lequel est lequel oh là et là. me dire qu'est-ce qui différencie les deux vins? C'est bien que tu fasses ça parce que tu sais que c'est... Déjà, c'est pas évident, donc bravo. Et c'est une épreuve que j'ai eue en finale des MOF. Ah ouais, okay. Ouais, on avait 5 vins, il fallait les classer du moins cher au plus cher. Donc bravo pour l'épreuve parce que c'est vraiment une vraie épreuve de finale des meilleurs ouvriers de France. Bravo, par contre j'ai pas intérêt de me tromper. J'espère que les juges ne voient pas ma vidéo. Je vous interromps rapidement, mais si vous aimez la vidéo que vous êtes en train de voir, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Ça nous soutient. N'hésitez pas non plus à nous mettre en commentaire des idées de sacrés français qu'on pourrait recevoir dans les prochaines émissions. Merci à tous et très bonne suite de vidéos. Je commence par 3 ?
Celui que tu veux. Voilà, Ok. 3 en tiens. Souple, sympa. Ah ouais, non. Le grand vin, c'est 4 euros. Le petit vin, c'est... Le grand vin, c'est les 4 et le petit, c'est les 3, c'est sûr. Incroyable. Là, le 4, il y a un vin qui est magnifique. C'est Bordeaux, à mon avis. Ça, c'est énorme. C'est très, très bon. Ça fait penser soit à ce côté médocain, l'Istrac, Moulin en Médoc, ou un peu plus bas, Pessac-Léognan, Grave. C'est un grand Bordeaux. C'est très beau, ça, par contre. Et donc là, comment tu peux le savoir? En fait, voilà pourquoi. C'est aussi évident, parce que le verre 4, tu as un passage en bois qui est magnifique. Donc, il y a un apport de la barrique qui est très bien fait. Là, tu as un nez qui est joli. Hein. C'est simple, c'est friand, il y a du fruit. C'est un vin de copain rafraîchissant que tu bois à l'apéro avec une charcuterie. Et c'est un vin d'ailleurs super au passage. Hein. Mais tu sens que voilà, c'est pas complexe et que tu passes un moment sympa à l'apéro. Là, par contre, c'est autre chose. Tu vois, la maturité du raisin, la densité, le boisé sublime, la race du terroir, pour moi, c'est un vin immense de terroir. Voilà, c'est très très bon. Et ça, vraiment, ça, c'est la classe des grands vins. 50 euros, ça coûte ? Ouais. Parce que tu sais, il y a un peu le cliché de se dire bon, les sommeliers, les nez, ils se la racontent un peu. Mais là, tu as quand même identifié instantanément tout de suite, parce le que vin moins t'as cher. vraiment quelque chose. Alors, en fait, tu sais, un grand vin, même si tu connais rien au vin, tu pourras sentir les deux. Un grand vin, ça te saute au nez. D'accord. Tu Ouais. fais waouh. Alors qu'un vin sympa, à moins de 5 ou 6 euros la bouteille, tu fais ah, c'est sympa. Et tu as envie de le boire parce que c'est digeste, mais en fait, ça fait plaisir. Tu vois, ça, c'est un vin qui est hyper plaisant. Mais en fait, ça te saute au visage. Si tu veux faire l'expérience, Ouais. je me permets. Allez. Regarde, tu vois, là, le petit vin qui est très sympa, un fruit, tu vois, très frais. Maintenant, respire fort Vas-y, je t'en prie. Et tu respires fort le second. T'as vu cette complexité, ce boisé, c'est une autre intensité. T'as un super volume, et là t'as un boisé qui est très complexe, presque cédra, tu vois, un boisé sublime. Ça, c'est grandiose. Hein. Et alors, parce que je crois que tu as failli trouver, mais ce serait lequel? Quel vin? Donc on est d'accord, c'est Bordeaux. Tu l'as dit tout à l'heure, bon, je t'aide un peu. Je l'ai dit, donc Ouais. c'est soit... Ouais, c'est peut-être Pessac alors. Hein. C'est Pessac-Léognan. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est très très bon. Bravo. C'est Bon, quel château l'autre, on le nommera pas. Mais... Ah si, mais franchement, il est bien l'autre. C'est d'être un vin du Sud, je pense. Ah oui, alors j'ai pas pris un vin non plus. Non, t'as pas pris un vieux Putain, pape. Hein. Non, non. T'as pas pris une, J'ai pas pris une villageoise. villageoise. Mais j'aurais pu, non. Mais là, T'aurais pu. Hein. ouais, Tu sais que j'ai non. visité la villageoise. Ah ouais? Ok. J'ai visité la villageoise quand j'étais étudiant. Je me suis dit, purée, je viens de passer 1 an et demi à visiter les plus grands domaines de France. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est un truc... Ça ressemble à quoi? Bah, il y a beaucoup de cuves, hein, c'est gros, c'est industriel évidemment. Mais c'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est consommé énormément en France, énormément. Et donc, enfin, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on boit un truc pareil? Alors après, bon, il y a beaucoup de poudre, hein, de chimie, tu rajoutes de la couleur, des tanins, ce que tu veux. Mais au final, ça se consomme beaucoup et en fait, c'est issu de raisins à moitié pourris. Mais en vin de cuisine, ça passe, tu vois. Mais effectivement, ouais, j'ai visité. Donc c'est un peu l'histoire drôle. Okay. J'ai le meilleur sommelier de France a visité la villageoise. Mais c'est important, tu sais. Mais en plus, tu le disais, c'est que, bon, ça on y reviendra un peu plus tard, mais que dans ces grands hôtels, toi tu avais une vision assez étriquée entre guillemets de ce qui se faisait en vin en France. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai découvert tout autre chose. Mais on y reviendra. Bon, bah écoute, encore une épreuve réussie, hein, mais je vais pas réussir à te piéger aujourd'hui. Hein. Ah, peut-être. Alors, verre numéro 5, je vais te demander, comme tu l'as un peu fait déjà, mais une dégustation commerciale, c'est-à-dire, tu vois, où tu... Commercial, ok, parfait. Donc, où je vante voilà, accord mets vin, voilà, où tu Très vends bien. les qualités, donc c'est un grand vin aussi, hein, je t'ai pas piégé, c'est un bon vin. Ok. Donc parce que ce serait drôle, mais... Ouais, ça peut. Mais voilà, donc accord mets vin, dégustation commerciale... Et tu souhaites que j'identifie à la fin? Oui, si tu peux. C'est en bonus. C'est en bonus. Allez, allons-y. Tout d'abord, une robe très éclatante, très lumineuse, brillante. Elle est grenat. C'est assez délicat. La matière colorante est très légère. Elle laisse paraître une belle transparence, une belle brillance. Elle donne envie, en tout cas. Au nez, on a ce côté aromatique, intense, ouvert. Là aussi, la réglisse apparaît. On a aussi ce côté garrigue, terre mouillée. On est aussi sur une note très épicée, clou de girofle qui apparaît légèrement, poivre noir.
Et c'est toujours très intense, très profond, complexe. C'est un vin d'automne, un vin réconfortant, un vin dont on a envie vraiment de le consommer en mode cocooning à la maison. Hein. Mhm. En bouche, on va voir. En bouche, on a un vin qui est ample, généreux, avec un grain de tanin qui au tout début est discret, mais au fur et à mesure que le vin reste en bouche, le tanin prend de la place. C'est un vin qui s'affirme, qui a beaucoup de caractère, d'étoffe. Encore une fois, c'est un vin qui appelle l'assiette. Il y a une belle persistance. Et donc, l'assiette, c'est quoi ? Pour moi, ça serait un très beau civet, des viandes rouges en sauce, des plats réconfortants de l'hiver, des champignons aussi. On peut aller chercher, pourquoi pas, un beau magret de canard, magnifique, cuit avec la peau croustillante, rose. On peut imaginer quelques petites cerises burla, peut-être un fond de sauce lié au cacao, et puis au final quelques champignons sautés à la poêle. Un plat immense pour l'hiver. J'aime ce vin que je caraferai 1 heure avant. J'estime son prix autour de la 30aine d'euros, donc c'est un très joli vin. Et je pense qu'on est dans le sud de la France. C'est quand même ce côté garrigue qui m'oriente là encore vers le Languedoc-Roussillon, probablement. J'avoue que il y a aussi un vin qui a très peu d'intervention. Donc le vigneron a laissé faire un peu la nature, a mis très peu de soufre, donc c'est à peine protégé. Donc c'est un vin qui est vivant, qui est ouvert, qui est libre. Mais c'est pas évident à identifier parce que il est timide. Ça peut être la Provence en blanc, en rouge pardon, en blanc. Là je me suis trompé, c'est un blanc. Ouais, je vais quand même te dire l'autre côté. Je pars au Roussillon, dans le Roussillon, je pense. Tu as la réponse ? Ouais, je pense que c'est Roussillon. Tu dois être sur Côte du Roussillon. On est à Savigny-les-Beaunes. Oh non, c'est vrai ? Ouais. Ah non, je ne retrouve pas du tout. Eh ben voilà, on l'a eu. Je ne retrouve pas du tout. Qui fait ça ? Domaine d'Arroux. Ah, je ne reconnais pas du tout. Il peut y avoir une erreur. Non, mais après, tu sais... là, c'est étonnant. Ah, mais là, non, jamais de la vie. Et là, j'aurais pu parier gros. Hein. C'est vrai ? Bah, attends. Ah, je t'assure. Ok. Bah, tu vois, on est humain. Hein. Xavier, tu as devant toi des étiquettes de grands domaines que j'ai endommagées sur Photoshop. Est-ce que tu sauras les identifier ? Allons-y. Le 1, je reconnais Château de la Lagune, en Haut-Médoc. Pétrus en 2. Clos des Papes en 3. Le Clos Sainte-Thune en Alsace en 4. La Coulée de Serran en 5. Vouvray de chez Huette en 6. Bandol de chez Tempier en 7. Louis Jadot en 8. Le Château Cheval Blanc en 9. Et Château Grillé en 10. Perrier-Jouette ici en 11. Eh ben c'est un sans faute. Ça c'est. Je vais pas perdre la main. C'est simplissime pour toi. Ça ? Ouais, c'est très facile. En fait, si tu veux, c'est des. Je sais que ça paraît pas facile, mais ce sont des bouteilles que j'ai régulièrement dans les mains. Donc là, tu vois, par exemple, il y a un mémo technique. La dernière étiquette, ça c'est une anémone japonaise. D'accord. Cette fleur est le symbole de Perrier-Jouette, notamment de la cuvée La Belle Époque, qui est vraiment sa signature. Et tu dois la prendre, tu sais, parce que parfois, ça arrive rarement, mais anecdote au Georges V. Un jour, célèbre palace parisien, la cave est en fait inondée. Et les pauvres doivent faire sauf qui peut. Je crois qu'à l'époque, ils avaient loué une chambre d'hôtel qu'ils avaient climatisée à 14 degrés pour mettre toutes les bouteilles dans la chambre, donc dans la suite. Et c'est resté comme ça un paquet de temps. Et en fait, toutes les étiquettes étaient comme ça endommagées. Donc, c'est très utile pour eux de connaître les étiquettes par cœur parce que c'est un jeu, mais ça peut arriver. Ça peut servir, ok. Ça peut servir, ouais, vraiment. La première, donc, la Lagune, c'est une Suisse, Caroline Frey, qui est propriétaire. Donc, c'est sous pavillon suisse, mais elle est fantastique et elle fait un vin magnifique. Donc, c'est une femme vigneronne. Pétrus, bien sûr, c'est le vin de mariage de Kennedy. Et c'est parce que c'était le vin de mariage du président Kennedy, donc JFK, que ce vin est devenu une légende vivante. D'accord. Ensuite, beaucoup servi à la cour de la reine d'Angleterre, mais c'est un vin d'icône absolue, peut-être le plus grand de tous, en tout cas en notoriété. Et donc, tu vois, au-dessus, tu as la tête de Saint-Pierre. C'est lui Pétrus. Pétrus, en latin, c'est Pierre, Saint-Pierre. Et donc, c'est lui, le premier pape de Rome.
Le Clos des Papes, Châteauneuf-du-Pape, Paul Avril. Donc là, c'est un vin qui a été élu par les Américains meilleur vin du monde en 2005. Et il l'a été d'ailleurs plusieurs fois. Il a reçu le 100 sur 100 Guide Parker à plusieurs reprises. C'est un vin de Châteauneuf-du-Pape iconique. C'est un vin légendaire. Le Clos Sainte-Une, c'est le plus grand Riesling du monde en Alsace et c'est mon vin préféré. Anecdote qui va beaucoup te faire rire, je me suis fait faire un pyjama Clos Sainte-Une. Mais non, ok. Avec l'étiquette ici. Ah ouais. On est sommelier ou on l'est Le pas. domaine est au courant. Parce que tu vois, moi, là, je pensais que t'allais avoir du mal quand même. Coulée de cire. Ouais, c'est vrai qu'il Vous n'y a verrez pas à beaucoup. l'image, il y a quand même pas grand-chose, quoi. Mais en fait, tu me donnes le plus important qui est le Ouais, petit le- hippocampe. Ouais. Ça, c'est le symbole de la coulée de Séran. Et c'est donc le premier homme qui a introduit, on va dire, la biodynamie Ok, ouais. en France. Et effectivement, c'est un lieu à part, une vibration particulière. C'est un vin iconique à goûter une fois dans sa vie. Et biodynamie, il me semble que ça fait un peu débat, non, chez les vignerons. Oui, alors c'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui en France, sur tout le territoire, seulement 20% de la France viticole est bio. Pas beaucoup, D'accord, hein. ouais. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Tu as deux modes de traitement de la vigne. Moi, j'appelle ça le mode un petit peu antibiotique, où tu vas donc mettre des produits chimiques sur tes vignes, mais au moins elles auront tout ce qu'il faut. Donc les racines sont un peu feignantes, elles restent un peu en surface parce qu'elles ont tout ce qu'il faut. Donc elles produisent en quantité. Mais elles produisent un petit peu dilué, tu vois. Donc, tu fais un vin de cépage, mais voilà, sans grande âme. Mais si tu arrêtes du jour au lendemain les produits chimiques, tes racines vont s'enfoncer dans le sol parce qu'elles ont besoin d'aller chercher les oligo-éléments qui se trouvent à peu près à 5-7 mètres de fond. Donc la vigne n'a pas le choix. Elle doit enfoncer ses racines pour chercher de l'eau. C'est une question de survie. Mais comme elle fait un effort colossal pour enfoncer ses racines, pour aller chercher, bah pendant ce temps, elle n'est pas occupée à faire des raisins. Donc elle fait des tout petits raisins. Parce que son énergie est concentrée ailleurs. Une fois qu'elle est installée en profondeur, elle fait des raisins. Mais ça prend quelques années. Donc tu perds un pourcentage de la récolte qui est colossal. Tu perds en général entre 35 et 50% de la récolte. Okay, ouais. Donc c'est énorme. Ouais. Et donc tu dois faire le choix. Soit je fais moins en qualité, c'est-à-dire que je vais chercher l'âme du sol, parce que plus tu t'enfonces dans le sol, si tes yeux avaient des microscopes, tu verrais que au bout des racines, il y a des sous-racines, des sous-sous-racines, et là, tu as des champignons. Et ces champignons vont, comme un papier buvard, ingérer dans les racines les particules du terroir. Particules de calcaire, de sable, ce que tu veux, d'argile, qui vont rentrer dans la racine et donc rejoindre un système sanguin qui est en fait le flux. Donc la vigne va aspirer comme une paille pour que ce flux arrive jusqu'à la destination finale de tout ça, le raisin. Ouais. Désormais, dans ce raisin, il n'y a pas que l'eau. Il y a aussi des particules moléculaires. Pour ça que ça sent le lieu, tu vois. Incroyable votre prix. Et ça, c'est génial. Tout à l'heure, je t'évoquais la garrigue, qui était très claire. Mais pourquoi ça sent la garrigue ? Parce que toujours sur ce raisin, la peau du raisin recueille par le vent des particules invisibles de garrigue qui se posent dessus. Et quand toi, tu coupes ton raisin, tu récoltes et tu presses, bah, tu gardes ça dans la cuve. Et ça sent la garrigue. En fait, on n'invente rien, tu vois, c'est une histoire très naturelle, tout ça. Mais si tu observes, si tu écoutes la nature, alors tu retrouveras. Il y a un type de sol en Alsace qui s'appelle le gypse, qui est incroyable. Et donc, quand tu sens, ça sent le fumet. Mais vraiment le fumet, tu vois. Comme si tu fumais une saucisse ou autre. Et ça s'invente pas. Et tu le retrouves après dans quand tu as le Riesling qui est fumé, c'est gypse, ou même parfois terroir volcanique. Mais tu es l'un des deux. Donc déjà, tu hésites entre deux grands crus. Altenberg de Berbitten ou Rangen de Tann. La messe est dite. Et là, mais comment il fait ? En fait, non. J'étais sur place et j'ai senti, j'ai vu. Et donc, le vin, c'est que ça, c'est de l'observation. C'est comme les moines de Cîteaux qui, il y a 900 ans, ont hiérarchisé la Bourgogne sans outils scientifiques, parce que c'était il y a 900 ans. Et tu te rends compte que leur classement de l'époque est exact. En fait, on n'a rien à changer. On a juste changé, je crois, 2 grands crus. Enfin, la retouche était anecdotique. Mais le vignoble, lui, était installé. On n'a rien touché. C'est pour ça que c'est un mystère aux yeux de tout le monde et qu'en 2014, l'UNESCO a décidé de classer la Bourgogne patrimoine mondial de l'humanité. Parce que c'est inexpliqué. Super, parfait. Moi, je bois tes paroles sans jeu de mots. On a un dernier petit jeu, pour le coup, un peu plus léger pour toi.
Alors, pour le coup, c'est un petit didacticiel pour les gens qui n'y connaissent rien Ok. et à qui on demande de goûter un vin au restaurant. Quoi faire, quoi dire pour avoir l'impression qu'on s'y connaît sans vraiment trop s'y connaître forcément, quoi. Alors, tout d'abord, pour bien apprécier un vin, il faut être totalement ouvert et honnête avec soi-même. Vous n'allez pas inventer un arôme. Tu vois, l'arôme de chèvrefeuille, bah, si tu l'as pas senti, tu vas pas l'inventer. Donc tu vas pas dire ça sent ça. Et en fait, l'arôme n'est pas très important. Mais ce qui compte au restaurant, tu prends ton verre. Alors c'est le truc ultime pour montrer que tu t'y connais, c'est que tu essaies de le secouer un tout petit peu. Comme ça, tu aères le vin. Et quand tu l'aères, c'est-à-dire que tu libères les arômes. Donc là, tu es prêt à sentir. Et en gros, tout se joue dans la première seconde, les 2 premières secondes. Pas plus. Si ça te plaît, c'est gagné. Tu dis, waouh, j'adore le nez. Et donc tu tournes, et après tu mets en bouche, et si tu peux, tu fais rentrer de l'air. Comme ça. En buvant. Je vais te montrer. Tu bois, tu mets dans la bouche, et après, fais comme ça. En gros, ça fait ça. Et tu goûtes. Voilà, attention, faut répéter à la maison. Hein. On peut vite Avec avoir de l'air- l'eau. Tu répètes avec de l'eau à la maison. Mais là, tu dis, ah ouais, le gars, il connaît. s'y connaît. Parce qu'effectivement, faire circuler l'air dans la bouche, en fait, c'est comme si tu avais une mini carafe qui, pouf, libère les arômes. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai aéré une fois et j'ai aéré une deuxième fois dans ma bouche. En réalité, encore une fois, si tes yeux pouvaient voir comme un microscope, tu verrais que la molécule d'oxygène qui rentre en contact avec la molécule de vin, la plus forte des deux, c'est l'oxygène. Tac, elle va venir casser la molécule aromatique du vin. Et donc, pour créer l'ouverture, tu vois, comme elle va être cassée, hop, elle va libérer ses flaveurs, ses essences, ses arômes. Et donc, pouf, ça va revenir à toi. Et qu'est-ce qui fait qu'un vin se libère dans la bouche? C'est grâce à la salive. D'accord. Okay. Et à la rétro-olfaction. Donc la salive va diffuser les arômes. C'est pour ça que dans l'avion, on ne sent pas les arômes parce que tu es dans un lieu sec. Tu as remarqué que tu salivais presque pas dans l'avion. C'est sec, tu as le nez sec, tu as la bouche sèche. Et donc quand tu bois, tu sens presque rien. C'est comme si tu étais enrhumé en fait. D'accord. Ouais. Mais à terre, c'est vraiment le fait de saliver qui diffuse. Et après, quand tu fermes la bouche et tu expires par le nez, la rétro-olfaction, c'est là où tout se passe. Parce que l'arôme passe par le nez quand tu parles. Si tu bois un vin, tu peux le faire, hein, avec le nez bouché, tu bois ton vin comme ça, tu ne sentiras rien. Rien du tout. Okay. Rien. Tu sentiras un peu de tanin, mais tu auras zéro arôme. Parce que tous les arômes passent par là. C'est la terminaison du cerveau où tous les arômes arrivent par là. Et donc, quand tu rétro-olfaction, quand tu fais... que tu expires par le nez, tous les arômes passent par là pour redescendre par le nez. Mais tu verras, c'est un petit détail qui change tout. Super. Et si tu avais un adjectif à dire, un peu passe-partout, au moment justement de boire, peut-être si on n'est pas super inspiré, on va dire ce genre-là. Si t'es pas inspiré, tu dis joli fruit, il y a un joli fruit. Un joli fruit. Un joli fruit, et ça marche. À chaque fois, ça marche. Tu peux pas te tromper avec ça. Il y a un joli fruit, j'aime bien. Point. Allez, super. Et ça marche tout le temps. Okay. C'est pas faux en même temps. Top. Alors pour revenir sur ton expérience au Crillon, donc tu as des centaines d'anecdotes, on en a déjà parlé un peu. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste commencer par donner, c'est quoi ta définition ou la définition d'un établissement de luxe? En fait, elle se fait où la différence? Le luxe ne réside pas forcément dans le prix, même si on pourrait croire ça, mais c'est pas vrai. Le luxe réside dans l'expérience unique que tu vas vivre. C'est le fameux « je dois vivre ça une fois dans ma vie ». Voir les couverts en argent de plus grands argentiers français, Christophe ou autres, voir la cristallerie de Baccarat, de Saint-Louis, ça c'est des choses rares et précieuses. D'avoir ton café dans une porcelaine d'exception, voilà, ça déjà tu as tout le savoir-faire à la française qui est là sous tes yeux alors que tu es assis, que tu n'as encore rien commandé. Mais le fait que ce soit sous tes yeux, c'est déjà une expérience de dingue, parce que tu t'approches, ton verre est en cristal, il est lourd parce qu'il est en cristal, et tu te dis, mais wow, pourtant je suis en train de boire un verre d'eau, hein, où la bouteille d'eau va te coûter 10 €. Mais tu te rends compte, c'est fou parce que ton verre en cristal de Baccarat, l'eau n'aura pas le même goût.
Parce que déjà, ta lèvre posée sur du cristal Hmm. va rendre le moment déjà fou, parce que c'est d'une finesse, d'une précision, c'est exceptionnel. Donc tu as ça. Ensuite, tu as affaire à un personnel passionné et compétent. La sélection pour rentrer dans les palaces est très rude. Elle se fait déjà, à mon sens, à l'école hôtelière. Les meilleurs éléments sont en stage avec nous. Et derrière, on embauche les meilleurs. Ok. Donc, ils sont triés et retriés. Et donc, c'est-à-dire que tu as en face de toi quelqu'un qui a des connaissances, qui a un sens de l'empathie fabuleux et qui est là pour te mettre à l'aise. Parce que si tu n'as pas l'habitude d'être dans un palace, forcément, t'es un peu embêté, etc. T'es un peu gêné. Mais grosso modo, dis-toi que une flûte de champagne, c'est 30 €. Qu'un cocktail, c'est à peu près le même prix, voire un petit peu moins cher, peut-être à 25, 27, à 32, etc. Mais un cocktail classique, t'es autour de 27 €. Et donc finalement, tu vas te dire, ok, je pars pour dépenser un billet de 100. Mhm. Mais quand dans ta tête, c'est très clair, t'es pas stressé. Parce que tu sais que tu auras 2 cocktails et des tapas. Et tu vas passer 1 heure incroyable dans un palace. Alors évidemment, tu vas voir que tu seras servi dans un verre tumbler d'une grande marque. Tu auras les petites cacahuètes qui souvent sont à la truffe, etc. Enfin, tu auras des choses dingues. Tu auras un personnel qui sera accueillant. Tu pourras te promener aussi dans le palace. C'est-à-dire que tu as des galeries où tu peux visiter les vitrines, etc. Donc, c'est pas que s'asseoir au bar et repartir. Et surtout, ce qui est intéressant, alors quand tu es dans des, je dirais dans des métiers qui le nécessitent, mais tu es vu. Tu es vu dans un palace. Ok, ça joue. Ah, bien sûr, parce que ton voisin de table, ça peut être un CEO. D'ailleurs, c'est souvent des CEO, mais pas que. Ça peut être des cadres de grandes entreprises, c'est des golden boys qui viennent prendre une belle bouteille de champagne à 4. Et ça aussi, c'est le bon plan. Tu viens à 4, tu prends une bouteille qui te coûte 100 € la bouteille, c'était à 25 € par personne. Ok, ouais. Là, c'est cool. Et tu prends une bouteille à 100 € quand même. Donc, c'est pas rien. T'as le sommelier qui vient, t'as la carte des vins qui est impressionnante, le sommelier te conseille, va t'aiguiller, tu dis ok go, on part là-dessus, il va venir l'ouvrir, etc., te la proposer dans des flûtes en cristal magnifiques, c'est dingue. Donc effectivement, c'est un moment passé. Et le luxe, c'est ça, c'est l'expérience vécue. Moi, j'essayais toujours, parce que je travaille pour des palaces encore aujourd'hui, j'essaie toujours de rendre le moment fou et unique en leur donnant une anecdote. C'est-à-dire que vous repartirez d'ici avec une histoire sur la bouteille, sur le lieu, sur ce que vous êtes en train de boire. Et les gens s'en rappellent toute leur vie. Tu vois, moi j'avais à l'époque, je servais un vin de dessert. Donc tu peux venir t'installer, manger un gâteau, une pâtisserie du chef chocolat. Moi je te servais un vin grec, liquoreux, donc sucré, qui était le vin préféré de Cléopâtre. Et donc tu racontes l'histoire, c'est dingue. Les gens disent mais j'ai bu le vin préféré de Cléopâtre. C'est énorme. C'est un conteur en fait, un sommelier. C'est avant tout un conteur. Ça doit rester un conteur. C'est le métier principal. Et donc dans cet établissement luxueux, t'as eu plein d'anecdotes comme je disais. T'en as une avec Rihanna, je sais pas si tu veux nous la partager. Ouais, bien sûr. Où elle était venue. Donc c'était il y a quelques années. C'était pas au Crillon, c'était avant quand j'étais au Meurice. Et elle venait dîner. Donc j'ai eu la chance de la servir. Et elle demande la carte des vins. Moi je me dis je pense pas qu'elle connaisse vraiment le vin en fait. Et puis elle prend et je vois qu'elle tourne les pages, elle cherche quelque chose. Elle cherche. C'est pas quelqu'un qui regarde qui sait pas où il va. Elle sait très bien où est-ce qu'elle va. Et là elle trouve les Rouges d'Italie. Elle adore Sassicaia, qui est un des grands vins italiens. On a quelques millésimes. Elle me dit mais vous avez ce millésime là, celui-là, mais il n'y a pas ce millésime là parce que j'aime parce qu'il est comme ci comme ça. Elle avait raison. En fait, elle était ultra précise. Elle adore les rouges, elle déteste les blancs. Mais en rouge Italie, elle est sacrément calée. Et moi, elle m'a bluffé parce que je ne pensais pas qu'elle avait une connaissance comme ça, si pointue. Elle adore ça, elle est très curieuse. Et elle avait juste un défaut, c'est qu'elle nous piquait le verre à vin du restaurant. Elle le remontait dans sa chambre. Et donc, parce qu'elle finissait sa bouteille dans sa chambre le soir, après le dîner. Sauf que le problème, c'est que moi, le lendemain, sur les photos de gala et de Paris Match, je la voyais devant l'hôtel avec mon verre à vin dans la main et elle partait au défilé. Avec le verre. Avec le verre, que je ne revoyais jamais. Donc je pense qu'elle le déposait là-bas sur le défilé, je ne sais où sur le défilé. Et en fait, je perdais toujours mes verres à cause d'elle. Donc, c'était très drôle. Elle m'en perdait toujours 3-4 par séjour, mais
elle était très ouverte, elle a un rire très communicatif, elle rigole très fort, on l'entend, hein, Super. mais elle adore ça. Donc c'est un personnage qui, à mon avis, aime vivre et puis est assez connaisseuse, donc c'est plutôt agréable. Super. Est-ce qu'avec ces clientèles-là, donc tu parlais tout à l'heure des CEO, là c'est des stars Ouais. de la musique, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire? Est-ce que toi, tu as déjà fait des gaffes ou des petites gaffes? Bah, écoute, il faut pas être trop intrusif, en fait. Mhm. Ils sont là pour être tranquilles, pour qu'on les laisse tranquilles. Tu vois, j'ai eu Zidane, notamment, adorable avec sa femme. Mais l'erreur à pas faire, c'est ça, c'est de pas être intrusif. Mhm. On est suffisamment encadré, entouré, pour, quand tu es jeune surtout, pour ne pas le faire. On sait que c'est très interdit, on est briefé, hein, on a un briefing avant le service. Donc on sait exactement qui sera à telle table. Mhm, d'accord. C'est-à-dire que si tu viens dans un palace, tu réserves, on sait que Maxime sera là et il sera à telle table, Et servi par tel. servi par un tel. Ok. Donc c'est toi qui t'en occupes, etc. Ça, on est briefé à l'avance, il n'y a pas de D'accord. hasard. Donc ce qui fait que les personnages célèbres, la gaffe peut aller vite, hein. Mhm. Ou si tu veux, des couples illégitimes qui viennent, mais le jour où ils viennent avec l'officiel, on dit oh, c'était bien hier, vous êtes venu. En fait, non, elle n'est pas le dire. Ouais. Donc il y a des choses comme ça, ça arrive. Ça m'est pas arrivé personnellement, mais je l'ai vu sous mes yeux, arrivé par un collègue. Ok. Et Il arrive quoi au collègue là ah bah déjà le client nous passe une rouste colossale. Il est convoqué au bureau du directeur de l'hôtel. Et voilà, c'est une erreur à pas faire. Même si, attention, hein, je défends un peu mon collègue. Mhm. Il n'est pas censé savoir que ce qui est la vraie ou c'est pas une collègue de travail. Enfin, lui, il voyait pas le mal. Mhm. Mais malheureusement, on doit voir le mal. C'est aussi notre rôle. Mais la discrétion, c'est impératif dans un palace. T'as aussi des demandes en mariage? T'en as eu beaucoup, Ah, j'en ai un paquet. Hein. Je crois que même pas seulement, j'en avais une par semaine. Ok. Mais j'ai surtout vécu des demandes en mariage ratées. Ça c'est incroyable. Et ça, Tu peux c'est nous en dingue. raconter? Ah bah, il y en a une qui était dingue au Meurice, décidément. On- S'en passe des choses. Le jeune homme vient un mois à l'avance et dit voilà, j'aimerais que la bague soit cachée dans le dessert. Donc, en gros, le chef pâtissier a fait une sphère en chocolat et clac, on l'a cassée, la bague apparaissait. Super. Très sympa. Ouais. Et donc, on est raccord. Et moi, une fois qu'elle prend et qu'elle dit oui, je viens avec 2 coupes de champagne que je pose sur table. Et c'est parti. Et donc, ils arrivent un mois plus tard. Lui, il est stressé comme je sais pas quoi. Il est parti déjà pendant le dîner, je crois, 3-4 fois aux toilettes. Et il était pas bien. Le dessert arrive. On voit que lui est blanc, etc. Donc moi, le dessert sort. Je mets mes 2 coupes de champagne sur le plateau, prêt à partir. Et donc, j'étais là à l'office. Je regardais. Je voyais le dessert sur table. Et je vois la fille qui commence à casser. Je suis à peu près à 20 mètres, hein, 30 mètres. Tac, je démarre. Pouf, je rentre en salle avec mes 2 coupes. J'attends, je regarde. Hop, et puis là, elle commence à lui dire... donc elle casse, elle dit « Non, mais c'est pas ce que tu crois. J'ai jamais eu l'intention de t'épouser. C'est n'importe quoi. » Et donc moi, donc elle fait « Non, comme ça. » Commence à pleurer. Elle se lève et elle court. Elle court. Et elle sort du Mais restaurant. c'est Hollywood. Et moi, je suis là, je dis avec mes 2 coupes, je fais le tour, comme si de rien n'était. Et là, le gars est complètement paumé. Ouais. Il est tout seul. Et on met, je me rappelle, le directeur du restaurant à l'époque met 2 longues minutes, c'est long 2 minutes, hein, Ouais. avant de venir le voir. Et là, qu'est-ce que tu dis? Ah oui. C'est terrible. Tu lui sers de... Donc on s'est excusé, on était désolé pour lui, etc. Est-ce que le dessert vous a plu? L'addition. On peut rien dire. C'est l'enfer. Mais alors lui, je pense qu'il était persuadé qu'elle allait dire oui, mais elle, c'était pas du tout le cas en fait. Elle a jamais voulu l'épouser. Et puis je pense que c'était assez récent leur relation. Et lui, s'est un peu emballé. Et en fait, parce que l'addition quand même, il l'a mis pour près de 1000 € à 2. Hein. Il a fait le grand jeu, hein, avec grand menu, grand vin. Donc c'est jamais fait. Mais ça, j'en ai eu quand même dans ma carrière 2-3 fois. Ouais. Et on a aussi essayé de te voler des bouteilles. Ouais, bien sûr. Ça, c'est malheureusement un peu le lot. Aujourd'hui, la sécurité, ça fait partie de nos priorités absolues. Mais oui, les bouteilles, notamment, on avait eu des filous parce que il y a plusieurs histoires avec ça, mais une notamment qui m'a marqué. On avait des grandes bouteilles en exposition au Crillon et un client en fait se faisait passer pour un client riche. C'était pas un client, c'était un client de passage qui rentre dans le palace, qui voit ces bouteilles là, 70 000 € la bouteille.
C'est un whisky japonais très très rare et très ancien. Et donc il dit je vais la prendre, etc. Et j'aimerais la prendre dans les mains, etc. Et donc effectivement, au moment où il lui pose dans les mains, il commence à faire un whisky basket. C'est un peu ça. Il commence à courir avec. Mais non. Et heureusement, il se fait attraper par 2 agents de sécurité quasiment à la sortie. Incroyable. Mais s'il passait, je ne revoyais plus. 70 000 € qui partaient en courant. Il lui arrivait quoi? Alors, il déplaquait. La bouteille, surtout, c'était le plus important. Ouais. Il l'avait gardée près de lui, donc il aurait pu la lâcher. Ça aurait été une catastrophe. Ouais. Donc, on appelle la police et il était embarqué par la police. Juste, si tu peux nous dire la bouteille la plus chère et la plus grosse addition. Alors, la plus grosse édition, c'était un client d'Amérique du Sud au Meurice qui nous a fait 110 000 € au déjeuner, à 8. Ça rigole pas. Il commence, on sait que c'est un gros client, mais bon, c'est le déjeuner, donc on n'attend pas non plus des merveilles. Et là, il commence par 4 Dom Pérignon. Pas mal. Ensuite, il fait des Montrachet, Grand Cru, de la Romanée Conti, donc c'est une bouteille à 5-6 000 €, il en fait 3-4, plusieurs millésimes. Je dis waouh. Et là, il commence à faire des Pétrus. Et il dit je vais goûter tous les millésimes de Pétrus qui est à la carte. Ok. Il y en a beaucoup des. Il y en a beaucoup, entre 7 000 et 12 000 la bouteille. Okay. Donc ça va vite, l'addition. Et à la fin, je me rappelle, c'était 5h de l'après-midi, dernière table bien sûr. Et il dit parce que nous, il fallait quand même qu'on dresse pour le soir. Mm-hmm. Donc on le met dans une suite, la plus belle suite du Meurice. Mais il est cuit en plus, non? Ouais, non mais ça allait, okay, ça allait. Ils étaient 8, mais bon, ils étaient gaillards. D'Amérique du Sud, et donc il prend une carafe de cognac Louis XIII, qui est un cognac centenaire. Il prend pas un verre, il prend la carafe en entier. Wow. Et donc ils finissent ça là-haut, etc. Et je me rappellerai toujours, en partant, il me dit une phrase dingue, il me dit bon, ça m'a coûté 110 000 €, mais rassurez-vous, de midi à 17h, j'ai gagné 300 000. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout stressé et qu'il a gagné le triple pendant ce temps-là. Donc, et t'as vraiment l'addition avec écrit 110 000 à la fin? Ah ouais, je crois que physiquement je l'ai pas, j'avais la photo à l'époque, mais j'ai des collègues à moi qui l'ont encore cette édition. Ouais. C'est dingue. C'est fou, ouais. Elle était incroyable. Et bon, ça tu m'en as parlé un peu au téléphone, mais voilà, dans ces grandes maisons avec justement ces additions, ces chiffres qui sont un peu délirants, tu me disais que t'es quand même de fait coupé un peu de la réalité de ce qu'est le monde du vin en France. Oui. Tu me disais t'es coupé de 95-96%. Oui, parce qu'en réalité, notre cible dans les palaces et les 3 étoiles, ce sont les vins d'AOC, de vignerons indépendants familiaux, tenus par une famille, et bio. Et ces 3 choses réunies ensemble ne représentent que 7% du vin français. Ouais. C'est rien du tout. Donc, en fait, j'ignorais 93% du vin français. Il y a plein de maisons familiales qui existent. Il y en a beaucoup plus que 7%, mais elles ne sont pas forcément en AOC ni bio. Mais moi, c'était les 3 qui m'intéressaient. Et là, je me dis, waouh, j'ignore 93% du vin français, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible, parce que les caves coopératives françaises, c'est 65% de la France. Les Français achètent 70% du vin français en grande surface. Donc je ne suis pas dans la réalité quand je suis dans les palaces. Je suis dans une bulle, une prison dorée, prison, pas où, mais dans une maison dorée, mais qui est un peu cet Élysée. Ouais. La vraie vie, c'est quand je vais chercher les vins pour Air France, notamment en classe éco, où là je vais chercher des vins, je dirais, attractifs, en quantité, en volume, qui puissent plaire à tout le monde. Mais ça nécessite d'aller chercher les caves coopératives, les grands faiseurs, et c'est pas du tout mes clients de palace. Bah justement, pour ceux qui savent pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour Air France? Pour Air France, aujourd'hui, je sélectionne les vins. Donc, je suis entouré d'une équipe d'achat qui est assez conséquente, de logistique, et moi, je source les vins, je les sélectionne à l'aveugle, en dégustation, et je donne à Air France ma version, ma carte idéale, et ensuite, eux peuvent procéder aux achats. Parce que c'est des grosses quantités. En fait, par mois, on achète 800 000 bouteilles de vin par mois. Donc, c'est gigantesque. Et en réalité, c'est, pour moi, une opportunité de pouvoir faire du bien aux vignerons français. La Champagne, on est à plus d'1 million de bouteilles par an. Super, ouais. C'est énorme. Je crois qu'Air France doit être le plus grand acheteur de champagne au monde, parce que c'est la seule compagnie au monde qui autorise, en tout cas qui donne gracieusement du champagne en classe économie.
Personne ne le fait. Et donc Air France, c'est ça, parce que la France, c'est le vin, c'est la Champagne. Et qu'un passager qui met le pied dans un appareil à Los Angeles ou n'importe où dans le monde, qui va à Paris par un avion Air France, il est déjà en France au moment où il met le pied dans l'avion. On se doit d'être un symbole de l'excellence à la française. Et les vins, la carte des vins, est un moment pour moi essentiel de la sélection d'Air France, parce qu'on doit être à la hauteur. Et tu as été témoin, dans le cadre de cette mission, de scènes assez déchirantes chez des vignerons qui te suppliaient quasiment de... Oui, c'est vrai. Dans toutes mes visites en cave coopérative, j'étais surpris, et ça qui m'a donné vraiment un petit coup au moral, c'est qu'il y a une détresse qui est folle. Il y a une déconsommation du vin qui est faramineuse. On passe de à peu près 120 litres dans les années 60 à 60 litres il y a 10 ans, à 38 litres l'an passé. Wow. Donc il y a une déconsommation qui est énorme, et en fait les vignerons meurent de faim parce qu'ils ne vendent plus le vin. La Chine aussi arrête d'acheter parce qu'ils achètent uniquement leur vin chinois et boivent leur vin chinois. Ils sont très patriotes. Et un jour en cave coopérative, un vigneron m'a attrapé le bras, m'a dit « Monsieur, nous vous supplions d'acheter. Et si vous n'achetez pas, nous mourrons. » Et donc je n'avais pas connaissance et conscience de ça. Mais oui, ils sont vraiment... Donc ça m'a beaucoup ému, et je me suis dit, voilà, je dois parler du vin aux Français, je dois parler plus, essayer de tant bien que mal de redonner un peu d'entrain à cette boisson qui est fabuleuse et qui n'est pas que ringarde. Et donc tu as écrit un livre, tu as un livre en préparation, c'est ça ? Nous avons un livre en préparation qui va sortir début octobre et qui va parler des vins accessibles. Donc ce sera un vin qui va être porté sur tous mes coups de cœur, de vins très 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 accessibles. Super. Oui, parce que selon toi, question à 10 000 €, mais comment réconcilier les Français, les jeunes aussi en leur montrant qu'on peut avoir du plaisir pour des vins, même des bouteilles à 5, 7, 10 €. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on pense qu'un grand vin est forcément cher. Mais non. Un grand vin peut être aussi accessible et très intéressant, à 7 €, à 10 €. Mais aussi, c'est de dire que toutes les boissons fraîches se consomment avec plaisir. Je parle de la déconsommation du vin en France. Mais en fait, en France, il y a une progression de la consommation d'alcool. La bière. La bière est énorme. Les cocktails, le gin, la vodka, et donc les cocktails en général explosent. Parce que ça se boit froid. Et tout ce qui se boit froid, le corps l'accepte. Tu peux y aller, Tous les effervescents, le cidre, le poiré, t'aimes bien parce que c'est froid. T'aimes bien les cocktails parce que c'est froid, la bière parce que c'est froid, le vin blanc et le rosé parce que c'est froid, mais le vin rouge, t'en bois moins parce que c'est pas froid. Donc quand c'est moins frais, le corps l'accepte moins. D'accord. Et donc du coup, le vin rouge puissant, servi à température ambiante, t'as pas envie. Tu vois. Il y en a qui le boivent et qui le mettent au frigo. Bien sûr, mais le vin rouge frais, moi ça m'intéresse. Pas froid, mais en tout cas un tout petit peu rafraîchi. Bien sûr. Et surtout, je crois au vin rouge léger. Le vin rouge léger, pour moi, va être la clé. Donc, infusé, délicat, subtil, aérien, comme ça, rafraîchissant. Ça, j'y crois. Et je pense que la génération Z va raccrocher par les vins rouges légers. Tout comme chez Grappi, mon bar à vin à Paris, j'ai créé un cocktail à base de vin. C'est pas un gros mot. On peut faire un cocktail à base de vin. Et alors, si ça sauve le vigneron, parce qu'on fait des volumes avec ce cocktail à base de vin, tant mieux. Je préfère 1000 fois sauver la vie des vignerons en achetant beaucoup de vin pour faire des cocktails à base de vin, plutôt que de les voir mourir à pas vendre leur vin et le mettre à la distillerie et gagner 20 centimes par litre. Donc c'est ridicule. Donc je trouve qu'on a une mission de parler du vin différemment et de le rendre attractif. C'est une boisson extraordinaire qui a survécu à 2 guerres mondiales, qui a survécu à toutes les horreurs, au temps qui passe, aux hivers rudes, aux canicules historiques. Mais pourtant, le vin est toujours là. Et c'est fabuleux. Donc, c'est quelque chose de plus grand que nous. C'est un mystère que j'adore. Pourquoi le jus d'orange sans l'orange ? Pourquoi le jus de pomme sans la pomme ? Pourquoi le cidre sans la pomme ? Mais pourquoi le vin ne sent pas le raisin ? Pourquoi le vin sent tout sauf le raisin ? Alors qu'il vient d'un seul fruit, le raisin, mais il ne sent pas ce fruit dont il est issu. C'est la seule boisson au monde qui ne sent pas le fruit dont elle est issue. Donc ça, c'est un mystère quand même. Et on n'a pas la réponse. Et je la pose d'ailleurs, si quelqu'un peut me répondre. Et c'est ça qui est beau, c'est ce mystère inouï du vin. On ne peut pas expliquer pourquoi le vin ne sent pas le raisin. On peut expliquer
pourquoi il ne sent pas? Parce que les arômes changent avec la fermentation, mais pourquoi lui, le cidre, il sent toujours la pomme? Ça, c'est intéressant. On sent que c'est un... Enfin, tu me diras, c'est ta vie, hein, mais c'est... Je n'ai pas la réponse. Un alcool qui te fascine. C'est fascinant. Ouais. Moi, ça me trouble, parce que Mahomet disait dans le Coran, c'est le fruit, en tout cas, issu de la vigne. À l'époque, ça s'appelle pas vigne, mais est le seul fruit qui reflète l'âme de son lieu. C'est écrit dans le Coran. Je dis, mais comment il a fait? C'est fou. Ouais. Et donc, je me dis qu'il y a quelque chose qu'à l'époque... peut-être quelque chose à l'époque qu'ils connaissaient, que nous ne connaissons pas, qui était une rupture entre nos deux cultures. Mais comment il sait ça? En l'an 500, c'est pas possible. Mais il l'a écrit. Ça, c'est un mystère aussi. Le mystère reste entier. Écoute, j'ai une petite série de questions pour conclure très rapidement. Allons-y. Le vin, bah tiens, en plus ça tombe bien, c'est assez en rapport avec ton livre, j'imagine. Mais le meilleur vin pour un date? Alors les bulles, parce que les bulles c'est festif et donc ça te met dans un cadre plutôt joyeux. Et alors si tu veux être bon même, cherche le nord de l'Italie, parce que tu peux même aussi, alors sans parler de bulles, mais tu peux aller chercher un très bon Val di Biadene, qui est une colline de Prosecco très romantique, qui est un vin classé UNESCO. Tu peux aussi aller chercher le Bardolino italien. Pourquoi? Parce que c'est la ville de Vérone, la ville de Roméo et Juliette. Bah, et là, tu marques des points. Ah bah c'est bon, ça, super. La bouteille à ramener en soirée pour pas te ruiner. Ah, alors si, je te conseille 5-6 €. Bah justement, désolé, je reste un peu dans les bulles. C'est bien ça, ouais. C'est la clairette de Die. C'est génial. C'est un muscat de la vallée du Rhône, en appellation d'origine contrôlée, donc en AOC, effervescent. C'est juste super bon, bien froid, ça a des arômes de litchi, de rose, t'as une bulle qui est magnifique et c'est très rafraîchissant, c'est un tout petit peu sucré et c'est 6 € la bouteille. Incroyable. En magasin, tu trouves ça dans toutes les grandes surfaces. Clairette de Die, tu vas adorer. Bien noté. La bouteille, alors là tu peux peut-être mettre un peu plus cher, mais la bouteille pour impressionner si t'as un dîner important avec les beaux-parents, avec le patron. Alors aujourd'hui, le meilleur rapport prix, plaisir, prestige qui existe, c'est Bordeaux. À 15 €, tu as une quantité de Bordeaux hallucinante, en tout cas à moins de 20 €, qui est folle. Par exemple, moi j'ai vu des Saint-Estèphe, des Margaux, des Saint-Émilion en magasin à moins de 20 € et c'est fascinant. En plus, Bordeaux, surtout avec les patrons, c'est statutaire. C'est la belle bouteille de vin rouge, parce que le vin rouge est statutaire. Et là, tu impressionnes, tu vois. Mais bon, voilà, Saint-Estèphe, Margaux, tu peux aller chercher Pauillac, Saint-Julien, Saint-Émilion, que des noms qui chantent à l'oreille. Pessac-Léognan, ça existe aussi à moins de 20 €, mais voilà, Saint-Émilion, tu auras moins de mal quand même. C'est très, très sympa. Et dernière question, je suis obligé de la poser, mais le meilleur vin pour se mettre une cuite? On va parler de la villageoise. Ouais, et encore, ça brûle tellement que tu pourras pas. C'est compliqué ça. T'as passé une sale semaine, une sale journée, t'as envie de te mettre une murge. Bah écoute, t'as plusieurs. Tu peux aller chercher. C'est délicat parce qu'il faut pas que je sois. J'ai réussi à te piéger en fait. C'est pas facile comme question, on l'a jamais posé en plus. Une bière sinon. Peux. Ouais. Non. Si, hein, j'assume le vin. Tu peux te faire, si tu veux, tu peux te faire une dégustation comparative de chaque région. Non, tu peux essayer d'aller chercher. C'est pas mal ça. Tu vois, tu peux goûter tous les cépages blancs. Donc tu goûtes un Riesling, un Sauvignon, un Chenin, un Chardonnay. Donc tu goûtes 4 vins différents, 4 raisins. Et là, je te promets que tu vas dormir. Ok, bah parfait. Merci beaucoup Xavier. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Sacré Français. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'émission, si vous aimez qu'on mette en valeur des gens qui font rayonner la France et sa culture, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et surtout partager la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront.